Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et aujourd'hui on se retrouve pour la petite review de l'épisode 10 de Chainsaw Man avec un petit peu de retard, il se trouve que j'étais en déplacement hier, donc j'avais pas trop le temps, donc voilà, casse pas les couilles en fait. Oui, mais avant, petit instant passion. Oui. C'est l'instant passion. Cette vidéo est sponsorisée par Red Shadow Legend. Red Shadow Legends est un MMORPG mobile au tour par tour entièrement free-to-play qui se déroule dans un univers médiéval fantastique dans lequel il vous faudra prendre part à des joutes épiques en PvE et en PvP avec plus de 650 champions disponibles. Et il y a des milliers de combinaisons d'équipes possibles, d'équipements possibles et des mises à jour régulières. Et ce mois-ci, Red a une énorme nouvelle mise à jour avec une tonne de nouvelles fonctionnalités, y compris un tout nouveau donjon et l'introduction d'artefacts Ascension. Battez-vous dans la nécropole du diable de sable et gagnez le précieux pétrole nécessaire pour faire passer vos artefacts au niveau supérieur. De plus, si vous êtes membre d'Amazon Prime, vous pouvez obtenir des récompenses exclusives dès maintenant. Personnellement, ce que j'adore dans le jeu, c'est combattre des méga boss géants et en plus ils sont très diversifiés. Il y a des dragons, des araignées, des grosses bestioles bizarres. J'aime la bagarre. J'aime aussi beaucoup la bagarre en PVP. Écraser ses ennemis, les voir mourir devant soi et écouter les lamentations de leurs femmes. Et en ce moment, il y a plein de nouveautés dans Raid. Ils ont sorti un champion légendaire inspiré de la légendaire championne de MMA, Ronda Rousey. Née dans une maison mineure de Bannerlord, Ronda s'est entraînée dur aux côtés de ses 7 frères pour devenir une guerrière redoutable. Elle s'est fait remarquer lorsque pendant un tournoi, elle a défoncé 4 chevaliers à main nue. Elle est devenue depuis la reine de l'arène, dont la légende s'écrit à chaque victoire, à chaque adversaire qu'elle défonce à main nue, façon MMA. Et le background du personnage s'inspire directement de la vie de la championne. Pour célébrer l'arrivée de Ronda dans Raid, on vous invite à utiliser le code promotionnel spécial Raid Ronda pour obtenir un tas de choses utiles comme un boost de 100% XP sur 3 jours, 500k argent et 5 recharges complètes d'énergie. Parfait pour mettre à niveau votre Ronda afin qu'elle soit au sommet de son art. Entrez juste le code promo Raid Ronda dans le jeu pour obtenir tous ces cadeaux. Pour obtenir le personnage de Ronda, il faut se connecter pendant 7 jours d'affilée avant le 20 février. Et ce n'est pas fini. Pour les nouveaux joueurs, utilisez mon lien ou scannez le code QR ici et obtenez un pack de démarrage gratuit d'une valeur de près de 30€, un champion TRL gratuit et aussi ce super butin en jeu. Vous trouverez vos récompenses ici dans votre boîte de réception pour les 30 prochains jours seulement. Et n'oubliez pas que la passion n'est jamais finie, car elle est infinie. C'était l'instant passion. Ouais. Bon, un épisode 10 qui fait un petit peu office d'épilogue à l'arc qu'on vient de se manger avec Katana Man, du coup, il faudrait que c'est son nom officiel en plus, le démon Katana, et l'autre il y avait le démon serpent avec elle, qui conclut des péripéties incroyables, donc on est un peu sur les retombées de ce qui s'est passé, et c'est plutôt très intéressant à plusieurs niveaux. Bon, déjà évidemment il y a le personnage de Aki, qui se réveille, et qui prend la mesure de ce qui s'est passé, tu vois. Donc je trouve que c'est un personnage très émouvant, qui a une histoire assez triste. Et la scène de la réalisation du fait que sa pote Himeno soit morte est plutôt faite avec subtilité. Je trouve qu'elle fonctionne très très bien. C'est pas trop grandiloquent, c'est sobre, mais ça fonctionne rien que comment il lui annonce le truc, genre ouais, y'a qui est-ce qu'il ose pas poser la question directement. Il fait bon, il y a combien de survivants? Qui c'est qui a survécu dans notre unité? Et l'autre fait bah il y a Khomeini et le mec à lunettes, mais il a démissionné. Traduction, bah Himeno elle est morte en fait finalement. Et ils sortent ça sans pression, au calme. Et tu vois l'autre, il est un peu perdu. Il fait genre bon ben c'est comme ça, vas-y je vais m'allumer une clope comme d'habitude. Et puis il se rend compte que bah en allumant la clope que bah finalement ben putain, j'ai commencé à fumer à cause d'Himeno, ça me rappelle tout un tas de souvenirs. Et finalement, le but d'Himeno, qui était de laisser un impact un peu sur Aki, finalement, bah, ça a fonctionné en fait. Donc en mourant, finalement, elle a atteint son objectif et en plus, il a pleuré pour elle. Donc normalement, elle est contente, mais bon, c'était que la première partie de son objectif. Son objectif, c'était aussi de faire en sorte qu'Aki, in fine, démissionne des Devil Hunter ou au moins aille dans le privé, ce qu'on découvre avec la lettre qu'on voit à la fin de l'épisode, mais aussi qu'ils vivent le plus longtemps possible. Et là, le problème, c'est que l'autre, il ouvre son sac, il fait « Il me reste combien de temps à vivre ?» Bah, il te reste que 2 ans. Il fait « Merde !» Il me reste que 2 ans, et en plus, c'est ça qui est intéressant, que quand t'as des personnages, très souvent dans les mangas du genre, quand t'as un personnage qui est en quête de vengeance, il pose toujours la question, est-ce que ça vaut bien le coup? Qu'est-ce que je suis prêt à sacrifier pour accomplir mon objectif? Bon, le gars a sacrifié sa vie, il est prêt à sacrifier sa vie, d'accord, mais il est en même temps prêt à sacrifier, du coup, finalement, entre guillemets, les gens autour de lui, les aspirations, les désirs, les volontés des gens autour de lui. C'est-à-dire que là,
ce qui se rapproche de plus d'une famille pour lui à cet instant T, bah, c'était Himeno. Et Himeno souhaitait, et s'est même sacrifié pour lui, pour qu'il vive le plus longtemps possible, qu'il vive une vie paisible. Et finalement, il fait ouais, mais ma vengeance en fait. Donc, je suis désolé, Himeno, c'est triste. Tu m'as sauvé la life. Bon, je t'ai pleuré. Bon, je pense pas qu'il était au courant qu'il voulait qu'elle le pleure, mais en tout cas, je t'ai pleuré, je suis reconnaissant. Mais je peux pas abandonner. Donc, je vais pas démissionner. Je vais poursuivre ma quête de vengeance pour punir les assassins, ou en tout cas l'assassin de ma famille, et aussi punir tes assassins à toi dans la foulée. Et si pour ça, je dois encore sacrifier un peu de vie, alors qu'il me reste que 2 ans de vie à vivre, eh ben je vais le faire, et tant pis. Donc c'est encore plus tragique, en fait. Donc je trouve ça super intéressant, je trouve ça fait avec subtilité, parce que c'est pas dit directement, il faut vraiment le comprendre. En tout cas, c'est comme ça que je comprends ce qui se passe. Et du coup, tu te dis, waouh, le gars est tellement déter dans sa quête de vengeance que il sacrifie vraiment tout, quoi. Même si quelqu'un a tout sacrifié pour lui, pour le sortir de ça, il fait bah non, bah tant pis, j'y vais quand même. Je trouve ça super intéressant, il y a une espèce de dépendance, finalement sa vraie malédiction, qui c'est sa quête de vengeance, c'est pas le fait qu'il vende sa vie au démon. C'est ça sa vraie malédiction, et c'est plutôt intéressant. D'autant plus que, un peu plus tard dans l'épisode, il y a Kishibe qui apparaît, on va en reparler, j'adore ce personnage, qui fait vous cherchez la vengeance, et il y a Power et Denji font non, c'est glauque. Bah en fait, ils ont raison. C'est glauque de ouf. Donc là, le Haki, il va retourner voir un démon pour le démon futur. Si je me souviens bien, ça va être super intéressant. Pour encore gagner en puissance et se rapprocher de son objectif. Voilà, je trouve ça brillant, voilà, je le dis, oui. Nous avons aussi un passage assez intéressant du personnage de Denji, hein, le héros, hein, le fameux Chainsaw Man, qui déjà, bon, déjà, il est avec Power, normalement, bon, c'est un peu dans la culture japonaise, normalement, quand il y a quelqu'un qui est malade, tu lui apportes des fruits, parce que les fruits, c'est signe de bonne santé, mais c'est aussi super cher, les fruits au Japon, hein. Putain! Il y a une pomme, ça coûte 3-4 balles, je crois, en euros, hein. Donc c'est super cher, mais en même temps, c'est des putains de pommes de ouf. C'est pas des pommes à moitié, à moitié bled comme on a au Leclerc chez nous. C'est des vraies grosses pommes, quoi. Enfin bref, c'est cher, donc quand on t'offre une pomme au Japon, c'est qu'on t'aime bien. Et eux, ils sont en train de tout bouffer. Bon, bref, déjà, c'est des bâtards. Ils en ont rien à foutre. Et comment ils annoncent la mort de tout le monde à Aki, bah, c'est triste, mais en même temps, c'est un peu marrant. Et puis t'as Denji qui se pose la question, je fais « Oh merde, c'est vrai qu'Himeno elle est morte en fait? Comment ça se fait que je suis pas triste ?» C'est bizarre. Et si Power elle meurt, est-ce que je serais triste? Bon, en vrai, non, je m'en fous. Si Aki meurt, je serais triste, non. Si Makima meurt, oh, je serais peut-être déprimé 2-3 jours, mais après ça ira. Et donc il se pose toutes ces questions, et puis il en arrive à la conclusion, si ça se trouve, quand Pochita m'a mis son cœur de démon, si ça se trouve, en fait, j'ai perdu mon cœur, n'est pas seulement mon cœur physique, mais aussi mon cœur humain. Peut-être que finalement je ne suis plus humain, peut-être que j'ai perdu mon humanité dans le processus. Et tout d'un coup ça devient super sérieux, et puis il fait « Ouais, vas-y, on s'en bat les couilles en fait, pourquoi je me prends la tête ?» C'est du génie. C'est du génie. Comment interpréter cette scène? Je sais pas en fait, tellement c'est perché. Il se passe une dinguerie et le gars il fait « Ouais, vas-y, on s'en bat les couilles, de toute façon moi tant que j'ai mes tartines de pain, un endroit pour faire dodo, je suis heureux, il me manque pas plus que ça. » Il y a un côté extrêmement, j'allais dire minimaliste, mais il y a peut-être un truc où on se prend pas la tête. Comment on dit? Je manque de vocabulaire, encore, mais t'inquiète. Oui, t'as compris ce que je voulais dire. Ceci étant dit, je pense qu'il faut pas prendre cette scène au sens littéral. Je pense que c'est plus compliqué que ça. En vrai, sans parler de la suite ou quoi que ce soit, je pense que Denji ne réalise pas encore tout à fait ce qui s'est passé en fait. Je pense qu'il n'a pas le fait de dire j'y pense plus, c'est pas genre ça me touche pas, c'est plutôt je fuis le délire. Voilà, on est plus dans ce délire là que je m'en branle. Je pense vraiment pas qu'il s'en branle et je pense que la suite du manga et de l'animé, pas cette saison certainement, mais viendra confirmer ma théorie. Je pense pas qu'il s'en branle vraiment, je pense que c'est juste une tentative un moyen pour lui de fuir sa peine et d'échapper un peu à la dureté du monde qui l'entoure. C'est-à-dire que le monde, la réalité dans laquelle il vit est tellement dure qu'il choisit de s'en détacher. C'est pour ça qu'il passe pour un taré, pour un débile, pour un gamin. C'est parce qu'en fait, c'est son moyen à lui de se protéger. Et c'est là que ça devient super intéressant aussi. Oui, parce que tu peux mettre ça en parallèle, encore une fois, on est un peu sur les clichés shonen neketsuesques que j'aime tant. Quand je dis cliché, c'est pas péjoratif du tout, hein, c'est plutôt les codes.
Et je pense que Chainsaw Man les utilise parfaitement bien et les détourne aussi parfaitement bien, mais les utilise avec justesse et tout le monde le voit pas forcément. En tout cas, c'est une interprétation personnelle. Peut-être que je dis de la merde, encore une fois. Je vous en parle dans mon livre. Manga Story, bien sûr. Disponible dans la description. Autopromo. Bon, en fait, on a deux personnages. A priori, on va dire que Denji, c'est le héros, et on va dire que Aki, c'est son Sasuke, c'est son rival. On va dire ça comme ça pour schématiser. Après, je pense que assez rapidement, les lignes se brouillent un peu entre les deux, mais on va dire ça. Et en fait, ce qui font qu'un rival et deux rivaux sont rivaux, c'est qu'ils ont, comment dirais-je, deux points de vue sur le monde différents. Ils ont plus ou moins le même vécu, mais leur manière d'affronter ce vécu va changer. C'est-à-dire que genre Naruto Sasuke, Naruto va aller vers le bien en disant je suis dans la solitude, je veux sortir de cette solitude, et Sasuke, il est dans cette solitude et il veut se débarrasser de cette souffrance, et bien pour débarrasser de cette souffrance, il va aller encore plus dans la solitude. Donc c'est pour ça qu'ils sont pas sur la même longueur d'onde, même si finalement ils ont les mêmes vécus, la même souffrance. Et là c'est pareil, Denji, en fait, bah, il a perdu, il commençait à avoir des amis et tout, il les a perdus. Et au lieu d'affronter ça, il fait genre non, on s'en fout en fait, on passe à autre chose. Ce qui est terrible, je dis pas que c'est similaire à Naruto, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais c'est. T'as compris. Et il prend le choix le plus terrible, il fait genre non, mais je m'en branle en fait, on passe à autre chose. Alors que Denji, il plonge en plein dedans en fait. Il fait genre tout le monde est mort, il me reste 2 ans à vivre. Bah nique sa mère, autant aller jusqu'au bout et continuer à faire de la merde et aller jusqu'en enfer, je m'en bats les couilles. Donc je trouve ça super intéressant parce que ça reprend ce cliché. C'est même pas un cliché de Shonen Neketsu, en fait c'est un cliché de toutes les histoires du monde en réalité. Et ça le fait de manière un peu hardcore. C'est-à-dire que je vais pas vers le bien en essayant de guérir, c'est-à-dire que non, j'ignore le problème, je me casse. Et l'autre fait, il y a les problèmes, ben je vais encore plus de problèmes. Je trouve ça cool. Oui. Bon, et nous avons ensuite l'introduction d'un personnage, ultra badass. Hein, on va parler de Kishibe, hein, qui est le sensei, parce qu'on parle des archétypes entre les deux rivaux. Là, il y a un nouvel archétype de shonen neketsuesque qui se pointe. C'est le sensei un peu farfelu. C'est-à-dire la figure d'autorité, la figure censée être du sage, et en fait, il est encore plus déglingué que ses élèves. Il arrive direct, allez, fermez vos gueules. Vous êtes triste là? Non? Vous voulez tuer des démons? Bon, pas forcément. Bon, d'accord. Vous voulez vous venger? Non? Ok. Vous êtes complètement déglingué? J'aime. Je vais vous péter la gueule jusqu'à ce que vous soyez trop fort. Voilà. Donc le personnage est un détachement incroyable. Et ça montre aussi un truc sur les Devil Hunters, c'est que, bon, ça avait déjà été introduit il y a 2-3 épisodes, c'est que ceux qui s'en sortent le mieux, finalement, c'est ceux qui ignorent qui sont humains en fait. Ils s'en battent les couilles des normes. Genre, vas-y, moi je suis bourré tout le temps. Euh, Pourquoi je suis bourré? Bah, parce que ma vie c'est de la merde, tout le monde meurt autour de moi, j'affronte des démons. Je me saoule la gueule, comme ça quand je me saoule la gueule, j'en ai plus rien à foutre, je peux faire des dingueries. Voilà, c'est terrible. On trouve ça marrant, mais en vrai c'est terrible. C'est-à-dire qu'il faut être fracassé pour avoir une chance en fait. Donc dans tous les cas, même si tu gagnes contre les démons, tu gagnes rien. C'est terrible. Donc le personnage est très très cool. Hyper balèze, à un niveau complètement débile, mais ça fonctionne. Hein, il fallait au moins ça pour comment dire, pour former Power et Denji. Donc je trouve que c'est un personnage très intéressant qui va se révéler au fur et à mesure, bien évidemment. Et on commence à voir aussi une relation un peu plus poussée entre Denji et Power, où ils sont vraiment, ils ont l'air d'être vraiment potes et d'être complémentaires. J'ai l'impression qu'ils se comprennent dans leur débilité, dans leur égoïsme. J'aime bien le délire, voilà. Donc j'ai franchement hâte d'en voir un peu plus. Évidemment, les scènes de combat étaient incroyables. La première, quand il les chope, il leur brise la nuque. Hop, tiens, allez, je vous soigne. Et puis après, quand ils essayent de le battre et puis qu'ils les défont, vas-y, il les a plantés, tu sais, comme dans Prison Break. Là. Il les a plantés comme ça. Enfin, Prison Break, dans le truc de prison, tu sais, ils arrivent, ils font... Il les a plantés comme si c'était des merdes. Après, quand ils essayent de, vas-y, j'ai une idée, on va essayer de l'avoir à la stratégie, ils se déguisent en intello. Tellement ils sont cons, on leur dit, on va mettre des lunettes, ça va nous rendre plus intelligents. Et en fait, non, leur plan était pourri. Voilà, donc j'aime beaucoup toujours cette différence entre comment dire, ce contraste entre la gravité de ce qui se passe et la légèreté de ton. Et quand tu prends l'animé sous cet angle de... c'est pas qu'ils ressentent rien, c'est qu'ils fuient la réalité, ça devient encore plus sombre, encore plus tragique, encore plus glauque en fait tout ce qui se passe. C'est terrible, si tu vois ce que je veux dire. Donc encore une fois, je trouve que cet épisode était très très réussi.
l'ambiance sonore encore une fois, l'animation, la lumière, tout est incroyable avec cet animé. C'est mon coup de cœur de la saison, très clairement. Meilleur animé, peut-être même de l'année. Mais j'ai pas tout vu, tous les animés qui sortent, mais bon, t'enlèves déjà les 150 isekai, il reste plus grand chose de toute façon. Mais franchement, très très bonne adaptation de Chainsaw Man, qui apparemment cartonne en plus. Et c'est bien mérité. On approche de la fin de saison, il me semble. Je sais plus si c'est 12 ou 13 épisodes qui est censé y avoir. Mais en tout cas, voilà, on est qu'au début de Chainsaw Man et vous n'êtes pas prêts pour la suite. Voilà, je me suis régalé. Et c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Donc, tu mets un pouce bleu, un petit commentaire pour le référencement. A très bientôt sur Spatubro pour de nouvelles vidéos et que la passion te guide. Oui!